Ah. Bonjour à tous, est-ce que vous nous entendez? Bonjour. Bonjour. Ok, parfait, désolé. Il y a un gros temps de décalage, donc on avait du mal à s'en rendre compte. Alors, si vous le voulez bien, nous allons commencer tout de suite ce talk. Donc, on est ensemble pour une trentaine de minutes. Donc, on est quasiment au 40e talk de notre série 30 minutes pour demain. Donc, ce sont des rencontres virtuelles que nous avons initiées J'avais un petit souci de micro. Donc, comme je disais, on en est à peu près à notre 40e rencontre virtuelle que nous avons choisi. Nous avons choisi de vous proposer un cycle en ligne tout le temps du télétravail et du confinement parce que nous ne pouvons pas vous recevoir à Léonard Paris, mais nous avions envie de continuer avec vous ce travail exploratoire et de réflexion sur les territoires et les villes de demain. Donc, ce cycle 30 minutes pour demain, nous l'organisation en partenariat avec la Fabrique de la Cité, le Lab Recherche et Environnement, mais également la Fondation Vinci pour la Cité. Et c'est avec eux aujourd'hui que nous vous proposons cette rencontre autour de la thématique de la question comment les jeunes ventures sociales peuvent-elles répondre à la crise actuelle et quels sont les enjeux qui se posent à ce type d'entreprise actuellement. Nous recevons aujourd'hui la directrice de l'IVA et Baptiste Audin, responsable du développement IDF de Vitamine T et fondateur de Team. Bonjour. Ce que je vous propose, c'est que donc dans les minutes qui suivent, je vais leur laisser la parole. Je vais leur laisser aussi l'écran. Je resterai présente en backstage. Et je vous propose d'écrire toutes vos questions sur la partie chat à droite de l'écran. Je me chargerai de les lire et de les rassembler pour pouvoir les poser à l'issue de leur présentation respective. Voilà. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on commence la présentation ou est-ce que c'est bon pour tous? Ok. Du coup, je vous propose de tout de suite donner la parole à Anne Rodet et Baptiste Audin. Je te laisse te présenter, Anne, peut-être. Oui, bonjour. Donc, Anne Rodet, moi, je suis la directrice de l'IVA. L'IVA, c'est une entreprise d'insertion par l'activité économique. Et notre activité économique, c'est la logistique de chantier. Et on est un mariage entre ARES, qui est une association qui fait de l'insertion, qui est spécialiste de l'insertion, et Vinci Construction France. Voilà, et donc moi, il y a Mathieu Alési qui nous écoute et qui est l'ancien directeur de l'IVA. Et donc moi, je suis la nouvelle directrice depuis quelques semaines. Voilà. Donc je vais vous expliquer, je vais peut-être laisser Baptiste se présenter, et après je vous expliquerai peut-être plus en détail ce qu'on fait chez l'IVA et ce qu'on entend par Joint Venture Sociale. Ouais. Donc, moi, je suis Baptiste Audin, je suis responsable du développement en Île-de-France du groupe Vitamine T, qui est le premier groupe d'entreprises d'insertion en France, qui a un modèle très similaire à celui de l'IVA, une association qui détient les parts de plein d'entreprises de structures d'insertion. Et on intervient sur énormément de métiers différents et on a créé une 23e structure d'insertion en partenariat avec Vinci Énergie et Vinci Facilities, notamment la branche Facility Management, donc, qui s'appelle Team, TIM, et Team intervient sur les métiers du Facility Management, donc la gestion, la maintenance des bâtiments et les services aux occupants des bâtiments. Et c'est également une entreprise d'insertion qui est basée dans le 92, et là aussi on a été soutenu par la Fondation Vinci pour la création de cette entreprise. Donc des modèles très similaires entre l'IVA et Team.
Oui, effectivement. Donc, si on revient sur l'IVA, nous, on a été créé donc en 2018 suite à une rencontre entre Vinci Construction France, qui a la vision globale de la construction de chantier et métier, et donc le groupe ARES, qui fait de l'insertion par l'activité économique. Et ces deux entités étaient habituées à travailler ensemble, à mener ensemble des grosses opérations d'envergure. Et ils ont décidé en quelque sorte de se marier pour créer une joint venture sociale qui est l'IVA. Donc l'IVA, on est une SAS, donc on est une entreprise un peu comme une autre, dans le sens où on a une activité économique et on est, comme toutes les entreprises, on a besoin d'être rentable pour arriver à perdurer. Mais notre projet, c'est avant tout un projet d'inclusion sociale. Euh, Nous, notre objectif, c'est d'insérer des personnes en difficulté grâce à un emploi stable et un accompagnement socio-professionnel personnalisé. Et donc, tous les gens qui viennent chez l'IVA, c'est des personnes qui sont éligibles à l'insertion. Et d'un côté, ils travaillent sur les chantiers en faisant de la logistique de chantier. Mais d'un autre côté, il y a toute une équipe chez nous qui les accompagne pour les aider à d'abord développer leur savoir-être et leur savoir-faire, lever les freins à l'emploi, comme les problèmes de logement, de santé, d'endettement. Et ensuite, on les accompagne pour développer des qualifications, des compétences, bâtir leur projet professionnel pour que ensuite, demain, ils puissent intégrer une entreprise classique. Donc, on a vraiment ces deux volets qui sont vraiment que les gens travaillent de manière classique sur nos chantiers et à la fois de l'autre côté, on a nos équipes sociales qui accompagnent nos salariés pour les stabiliser et demain qu'ils puissent avoir un emploi classique. Voilà. Et donc on a créé ça avec. Ouais, pardon, je suis finie. On a créé ça avec. J'allais dire tout pareil. Ouais. Et donc, du coup, on a créé ça avec Vinci parce qu'on avait vraiment, c'était vraiment un objectif chez Vinci d'œuvrer dans l'inclusion sociale. Et puis, on avait aussi comme projet de bâtir des passerelles emploi entre justement l'IVA qui travaille globalement sur des chantiers Vinci et ainsi faire passer des gens qui ont été réintégrés dans l'activité économique chez l'IVA vers Vinci. Voilà, c'est vraiment les ambitions du projet. Et aujourd'hui, l'IVA a 1 an et demi, un peu plus, et on accompagne 50 salariés en insertion en Île-de-France. Ce qui est une sacrée réussite en 1 an et demi. Ouais. Au risque de répéter un peu ce que tu as dit, enfin je vais éviter. Donc chez Team, effectivement, c'est la même chose, c'est-à-dire que les gens restent 24 mois maximum. On est entreprise d'insertion également, reconnue par la directe. Donc c'est des parcours d'insertion de 24 mois ascendants où on forme les gens évidemment. Donc là, nous, on est sur des métiers chez Team qui sont les métiers de Vinci Facilities, ou en tout cas complémentaires aux métiers de Vinci Facilities et aux métiers du FM. C'est lié au fait que Vitamine T intervient depuis très longtemps par différentes structures dans les métiers des services aux occupants des bâtiments, sur des espaces verts, sur de la propreté notamment, et sur un peu de multitechnique, mais ça n'a jamais été monté de façon importante et de manière un peu industrielle. Et donc pour ça, on a toujours voulu avoir une entreprise qui proposait des métiers de multiservices et de la maintenance technique de bâtiments, et pour ça, il nous fallait nous adosser à un gros. Et on a rencontré Vinci et Facilities, et le courant est très bien passé, et on s'est dit que c'était intéressant de se mettre ensemble pour porter cette nouvelle entreprise. On répond à 3 enjeux. Pour nous, en tout cas, côté Vitamine T, on répond à l'enjeu de trouver plus d'activités économiques, un nouveau support d'insertion pour des personnes éloignées de l'emploi, et notamment des personnes qui sont relativement proches de l'emploi, parce que c'est des métiers très exigeants, contrairement à d'autres métiers où on peut protéger un peu mieux les salariés en parcours d'insertion, et on s'adresse à des gens peut-être plus éloignés de l'emploi que chez Team. Et par contre, chez Vinci a vu 3 gros avantages pour monter cette joint venture sociale, et c'est important de le rappeler. Ils y ont vu un vivier de recrutement potentiel pour leurs entreprises. Les gens, comme tu le disais, qui sortent d'entreprises d'insertion, c'est des gens qui sont formés pendant 1 an et demi, 2 ans maximum, et dont on sait qu'ils sont sérieux et qui répondent aux exigences du travail dans une entreprise classique. Il y avait aussi une vraie exigence de répondre, comme tu disais aussi, à une politique RSE qui est celle de Vinci, mais qui est aussi celle des clients de Vinci Facilities.
quand Vinci Facilities travaille pour la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts lui demande de faire des actions en faveur de l'inclusion, et Vinci Facilities n'y répond pas toujours, en tout cas n'est pas forcément capable facilement d'y répondre. Et donc d'avoir une joint venture sociale, une entreprise d'insertion sous la main, c'est quand même beaucoup plus facile pour proposer des belles offres et répondre encore plus qualitativement. Et puis le dernier point, c'était de se différencier par rapport à ses concurrents, que je ne citerai pas ici, ce serait pas très classe, mais voilà, qui eux, n'ont pas forcément la capacité à aller sur des métiers de service pour des raisons de savoir-faire, économiques ou autres. Et là, Vinci a dans sa manche une entreprise comme Team qui peut aller sur des métiers de service qui sont des métiers spécifiques. Comme je pense à la logistique de chantier, un métier très spécifique de la construction que Vinci construction maîtrisée, mais pas forcément de manière très spécialisée. Exactement. Donc il y a vraiment un enjeu de métier quoi, aussi dans les JVS. C'est pas uniquement le fait de créer une entreprise d'insertion pour créer une entreprise d'insertion. C'est vraiment le but d'avoir un apport métier important et une différenciation métier. Ouais, effectivement, pour l'IVA, c'est le même enjeu puisque la logistique de chantier, c'est quand même pas un secteur qui est très développé et on a vraiment un enjeu de professionnalisation sur ce secteur. On a des équipes qui travaillent sur l'innovation, sur des logiciels, sur toute une organisation de logistique de chantier pour que on soit vraiment aussi des professionnels du secteur et qu'on soit reconnu en tant que tel. Voilà. Excuse-moi, j'ai oublié de dire un truc. On est tout nouveau chez Team puisqu'on a déposé les statuts en janvier et donc on est en train de déployer l'activité et on a pris un peu de retard du fait du confinement. Mais les premiers salariés sont espérés au mois de juillet ou au mois de septembre au plus tard. Effectivement, la crise n'est pas bienvenue dans cette période. Mais donc on voulait un peu peut-être enchaîner sur pour être vraiment dans le sujet d'aujourd'hui sur l'impact qu'a eu la crise sur nos activités et sur comment on y a répondu et les défis qu'on a pour demain. Je ne sais pas si tu veux commencer, Baptiste, peut-être. Oui, bah tu pourras évidemment compléter, mais la crise, elle a eu, comme on en parlait en off il y a quelques minutes, et l'IVA et Team sont des SAS, des entreprises classiques. Alors elles ont le statut d'entreprise d'insertion et elles ont une deuxième jambe en plus de l'économique, qui est évidemment l'accompagnement de personnes éloignées de l'emploi et le fait de les ramener vers l'emploi durable. Mais avant tout, enfin aussi ou au même niveau, on a l'aspect économique et donc on a souffert. Comme toutes les entreprises, alors là je parle du groupe Vitamité, des autres structures du groupe Vitamité plutôt que de Team qui n'avait pas encore d'activité économique, qui a été retardé en tout cas dans son développement. Mais c'est vrai qu'on a souffert parce que nos clients ont fermé, donc pour des entreprises de propreté c'est moins de travail, pour des entreprises de blanchisserie c'est moins de travail. Et donc il y a eu deux sujets à gérer, l'aspect économique en mettant des gens en chômage partiel, en essayant d'aller chercher nos clients avec les dents, de récupérer les factures impayées, comme tout le monde, et puis il y a l'aspect accompagnement des salariés. Et là, on a mis en place de l'accompagnement par téléphone. Normalement, nos chargés d'insertion doivent rencontrer à minima, mais vraiment à minima, une fois par mois, physiquement, en dehors des heures de travail, en dehors des sites de travail, les salariés en parcours d'insertion qu'ils ou elles accompagnent. Et là, nos chargés d'accompagnement ont dû jongler, faire de la visio quand ils pouvaient, faire de l'accompagnement par téléphone quand ils pouvaient, avec des salariés qui parfois ne maîtrisent pas toujours très bien le français, ce qui n'est pas évident. Pour certains, notamment ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi. Il y avait beaucoup d'inquiétudes, donc il a fallu aussi répondre à des besoins qu'on ne voit pas toujours, c'est-à-dire des besoins aussi de comment je fais pour manger à la fin du mois, et qui sont des besoins que la plupart de nos salariés n'ont pas, même s'ils sont en grande difficulté financière, non pas tous les jours en tout cas, et pas tous les mois. Il y avait aussi des sujets de garde d'enfants qu'il a fallu aider à gérer, donc on a eu un panel de choses à gérer pour aider nos salariés qui était encore plus large que d'habitude, et on s'est beaucoup appuyé sur... alors on a un campus, un organisme de formation interne qui est aussi qui met en commun de toutes nos structures, de toutes nos filiales au sein de Vitamité les bonnes pratiques. Donc on a beaucoup partagé les bonnes pratiques entre les différentes structures et aussi en extérieur avec les réseaux de l'insertion, les structures d'insertion et les structures inclusives. Il y a aussi le handicap, ont beaucoup partagé pendant cette période-là de bons plans, de numéros d'appel pour des personnes psychologiquement en détresse, etc. Et donc, on a beaucoup partagé, mais clairement, il y a quelques personnes chez nous qui ont pu passer un peu à la trappe et dont on a moins de nouvelles ces derniers temps. Et donc, la reprise d'activité est très attendue et heureusement, elle va vite parce que ces personnes-là sont plus en difficulté qu'au début du confinement. Oui, en fait, chez l'IVA et de manière plus générale chez Ares, c'était effectivement exactement les mêmes enjeux, c'est-à-dire que en plus d'une entreprise classique, on a vraiment eu cet enjeu de maintenir le lien avec tous nos salariés. Donc effectivement, comme disait Baptiste, par téléphone, par vidéo, par tous les moyens possibles, par groupe WhatsApp. On a vraiment tout fait pour maintenir le lien. On a aussi distribué des ordinateurs portables à quasiment tous nos salariés en insertion
pour qu'ils puissent continuer à faire des formations en ligne. Donc, on a mis tout en place un catalogue d'auto-formation pour qu'ils puissent avancer sur différents sujets, sur les cours de français, sur la conduite, sur l'alimentation, enfin différents sujets divers et variés. Et puis, on a mis aussi à disposition ces ordinateurs portables pour que les enfants de nos salariés puissent aussi poursuivre l'école, parce que sans ordinateur, c'est impossible de poursuivre sa scolarisation aujourd'hui. Et puis, bon, bah, comme disait Baptiste, je répète un peu, mais effectivement, on a mis en place des cellules d'écoute avec vraiment beaucoup de solutions proposées pour d'aide aux devoirs, d'aide aux parents sur divers sujets. Voilà, donc on a une équipe sociale qui est vraiment restée mobilisée tout le long de cette crise pour garder le lien. Et puis aussi pour veiller aux situations un peu à risque, notamment sur des salariés qui pouvaient avoir des addictions. Donc, s'assurer que tout restait bien sous contrôle et quitte à intervenir si nécessaire. Voilà, donc il y a eu vraiment ce gros enjeu-là. Et je dirais qu'il y a eu un autre enjeu aussi, c'était qu'il fallait vraiment garder ce lien avec nos salariés en insertion, mais il y a eu aussi un enjeu de garder le lien avec aussi les permanents. Parce que alors, dans le cas de l'IVA, nous, pratiquement tous les chantiers se sont arrêtés, donc ça veut dire que à peu près tout le monde était en chômage, en activité très réduite. Mais on a mis beaucoup de choses en place pour garder aussi le lien entre nous, pour que la reprise soit plus facile et qu'on continue à se former, à avoir des temps collectifs. Notamment, Arès a mis en place une espèce d'émission télé où tout le monde se connectait tous les 15 jours pour un peu donner des nouvelles, répondre aux questions, rassurer dans cette période compliquée. On a mis en place aussi un journal quotidien qu'on envoie, juste une petite feuille de chou qu'on recevait tous les jours. On a eu beaucoup de guides de bonnes pratiques pour le télétravail, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour que le lien soit maintenu et préparer la reprise. Et dans les derniers gros axes, à mon avis, de ce temps de confinement, il y a eu vraiment travaillé sur... alors, pour nous qui sommes sur des chantiers, il y a vraiment eu ce souci de dans quelles conditions sanitaires on allait pouvoir reprendre et comment on allait pouvoir reprendre. Donc, on a développé des plans de continuité d'activité pour que dans chacune de nos activités, on voit les actions préventives qu'on allait devoir mettre en place, comment on allait faire respecter les gestes barrières, le port du masque, etc. Et donc, il y a eu tout un travail en amont qui a été fait et pour que la reprise se passe bien. Et on a même mis en place avec nos salariés en parcours et en insertion des formations sur tous ces gestes sanitaires à acquérir avant leur retour sur site. Donc, il y a vraiment eu un travail poussé sur cet aspect sanitaire. Voilà, c'était vraiment les points importants. Ouais. Pour compléter, alors, Team n'a pas encore d'activité physique, mais sur les autres structures de Vitamin T, on a vu des choses très similaires à ce que tu disais. Nous, on a un enjeu donc, qui est double, qui est effectivement l'accompagnement social en période de crise et de chômage partiel notamment. Et puis après, je pense qu'on a encore plus que d'autres entreprises l'obligation de remettre nos salariés au travail. Évidemment, il faut passer outre tout ce que tu dis, toutes les craintes que tout le monde a, et en particulier des gens qui peuvent être un peu fragiles. Mais il faut absolument qu'on les remette au travail très vite, ce qui fait que dans certaines entreprises, et c'est pas toujours évident, on a eu des grosses baisses d'activité qu'on a dû compenser évidemment, et donc comme beaucoup d'entreprises classiques, on a changé notre activité, on a revu notre activité, on a créé des nouvelles offres, on les a poussées, et c'est là où le fait d'avoir une force commerciale aussi nous a aidés, et d'avoir des clients assez fidèles aussi nous a aidés. Et donc on a une entreprise qui par exemple travaille beaucoup dans les hôpitaux de la PHP, qui fait de la réparation de matériel roulant, qui a déployé un savoir-faire, parce qu'on a un de nos encadrants qui sait faire de découpe de plexi, de pose de cloisons dans des cabinets d'ophtalmologie, sur des comptoirs d'accueil, pour séparer des bureaux, notamment chez Vinci d'ailleurs. Donc on a déployé des nouvelles offres, on a une blanchisserie qui en ce moment tourne quasiment à l'arrêt ou à 15 ou 20% de son activité, parce qu'on travaille beaucoup avec l'aérien et Air France, qui aujourd'hui par contre fait du lavage de masques, donc va collecter chez les clients qui le souhaitent des masques pour les laver et les ramener et les sécher, et ensuite les ramener sous blister pour que les entreprises soient persuadées que leurs salariés vont avoir des masques propres en tout cas, et pas uniquement juste un masque, mais un masque propre. Donc voilà, on s'est aussi adapté le plus possible parce qu'on a
un vrai enjeu de remettre les gens au travail. On ne peut pas se permettre de les garder le longtemps en chômage partiel, quand bien même c'est assez indolore pour l'entreprise. Il faut absolument que les gens rebossent, même si c'est pour ne pas gagner grand-chose à la fin du mois pour nous, entreprises. Il faut absolument que les gens retournent au boulot. C'est trop important. C'est assez dur à gérer comme ça. Quand on est un salarié lambda, quand on est en situation difficile, c'est encore plus dur l'inaction. Et pour rebondir sur ce que dit Baptiste, effectivement, pour l'IVA, on a eu un peu les mêmes enjeux et on a essayé un peu d'innover aussi en mettant en place de nouvelles prestations et notamment des nouvelles prestations sur les chantiers pour aider les chantiers à mettre en place toutes les mesures nouvelles qui doivent être respectées dans le cadre du Covid. Donc, par exemple, mettre en place des distributeurs de gel hydroalcoolique, distribuer des masques, distribuer des kits sanitaires, re-remplir les stocks de savon, de gel sur le chantier, désinfecter les poignées de porte. Voilà, on a mis en place des nouvelles prestations sur nos chantiers pour essayer, en dépit de la crise, de continuer à se développer et effectivement de reprendre le plus rapidement possible, puisque nos salariés vraiment, ils étaient demandeurs de revenir et de retravailler. Je pense que quand on est dans des centres d'hébergement ou dans des conditions d'hébergement assez précaires, finalement, le confinement, ça prend des dimensions complexes et les gens étaient vraiment heureux de pouvoir ressortir et retrouver les chantiers. Même si nous, aujourd'hui, on n'a pas encore repris à 100% de nos activités et qu'on sait que ce sera quand même encore long pour qu'on arrive à refaire travailler chacun. On est voilà. Peut-être le dernier sujet sur la partie les défis de la crise, parce que je vois qu'il y a pas mal de questions auxquelles on pourrait répondre tous les deux. C'est pour nous, ça va être de renouer avec l'activité et donc d'aller convaincre des clients qui sont en train de se recentrer sur l'essentiel. Très clairement, nous, on a des concurrents et on a aussi des activités que les entreprises peuvent prendre en propre. Ou que les clients des entreprises, de nos entreprises clients peuvent prendre en propre, ou en tout cas dont ils peuvent se passer. On est sur des activités qui sont semi-essentielles, dirons-nous. Et donc, on va avoir un double enjeu, c'est qu'il faut déjà rassurer sur le fait qu'on est entreprise d'insertion, nouvelle entreprise nouvellement créée, quand bien même on s'appuie sur l'expertise de Vinci Facilities et de Vitamité côté team. Mais il va falloir aller convaincre. Déjà, il faut convaincre que les salariés en insertion ne sont pas tous des gens qui ont un boulet au pied, et que ça se passe très bien, et qu'on a des références. Mais c'est long, et là, en plus, on va venir avec une crise économique assez forte, et donc il va vraiment falloir être bon, et je pense qu'il va falloir rassurer sur notre métier au maximum, être bon aussi sur la tenue de nos budgets pour être capable de proposer des offres économiquement très attrayantes. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on soit encore meilleur qu'avant, mais j'espère que l'accès en tout cas aux décideurs ne va pas être un peu plus difficile dans cette nouvelle période, et c'est là où les directeurs RSE, notamment des grandes boîtes qui sont souvent des bonnes portes ouvertes, des bonnes portes d'ouverture, même si ce n'est pas des décideurs au final, doivent vraiment nous aider à aller rencontrer les décideurs. Directeurs logistiques, responsables d'exploitation, acheteurs, etc. Ouais. Effectivement, et je pense que vraiment dans les défis et dans la reprise, il y a effectivement toute cette dimension, recommencer le travail dans des bonnes conditions sanitaires, protéger nos salariés qui prennent les transports en commun, etc. Vraiment faire tout ce qu'on peut pour que cela se passe au mieux. Et puis il y a effectivement revoir son budget et mettre en place des actions pour passer la crise. Et pour répondre aux questions que je vois par rapport à l'IVA, nous, on est situé à Nanterre, mais on a des chantiers sur toute l'île de France. Et on a effectivement des concurrents. On a quelques gros concurrents en logistique de chantier, du type Logisure, comme je vois dans les questions. Aujourd'hui, nous, ce qu'on essaye de faire, on a vraiment un enjeu de professionnalisation parce que finalement, on se rend compte que pour qu'on gagne, il faut que sur les chantiers, les gens oublient qu'on fait de l'insertion. Pour eux, ce qui importe à un chef de chantier, c'est simplement que le travail c'est avant tout que le travail soit fait, pas simplement, mais avant tout que le travail soit fait. Et donc, du coup, pour qu'on soit viable et qu'on continue à accueillir de plus en plus de salariés en insertion, on a vraiment un enjeu, je pense, encore plus aujourd'hui qu'hier, à se professionnaliser, à innover, à mettre en place des outils digitaux et à faire la différence au niveau aussi professionnel sur le terrain pour être reconnu. Oui, c'est sûr que l'insertion, et notamment les clauses, parce qu'il y a un sujet sur les clauses d'insertion, je vois Estelle. Ah oui, c'est toujours une porte d'entrée, c'est un pied dans la porte, mais derrière, ça ne nous empêche pas de faire une bonne prestation, sinon on se fait sortir, et c'est pas une bonne chose.
Ouais. En termes de personnel en insertion, oui, quand on détache des gens, alors je parle pour l'IVA, mais aussi pour d'autres structures, une entreprise d'insertion va détacher des salariés, enfin en tout cas va être en sous-traitance en tant que prestataire et non en intérim d'une entreprise de travaux, oui, évidemment, si on est en sous-traitance, le maître d'œuvre, ou en tout cas le donneur d'ordre, peut remonter les heures d'insertion réalisées par son sous-traitant. Alors tout ça, c'est à voir évidemment avec le facilitateur du chantier ou avec le maître d'ouvrage, mais normalement, si vous passez par une entreprise d'insertion de prestataire de service, vous pouvez justifier des heures d'insertion qui ont été réalisées comme si c'était les vôtres. C'est pour ça que quand vous êtes entreprise générale et que vous passez par l'IVA ou par une entreprise de peinture qui est une entreprise d'insertion, vous pouvez dire que les heures d'insertion, c'est vous, puisque c'est dans votre lot que vous les avez faites. Exactement. Le recours à la sous-traitance marche aussi bien que l'intérim d'insertion ou l'embauche directe. C'est une des 3 façons de remplir les clauses. Et effectivement, pour nous, c'est vraiment un moyen de rentrer, mais à la fois, après, il faut qu'on soit professionnel, ça c'est sûr. Et sur la partie, je vois Estelle qui demande si on peut recruter du personnel. Alors, on peut recruter des personnes handicapées dans les entreprises d'insertion. Ce sont d'ailleurs des publics prioritaires. Vous propose de... Ah, on coupe. Ouais. Non, je disais, je vous propose de bien... Parce que là, on est en train de les prendre au fur et à mesure, mais juste... au moins qu'on se relise la question, parce que comme il y a beaucoup de questions, qu'on sache à quelle question vous répondez. Donc là, Baptiste, vous étiez sur quelle question? Estelle qui demande du point de vue inclusion, essayez-vous de recruter du personnel en situation de handicap en plus de l'insertion à l'emploi? Donc effectivement, dans les entreprises d'insertion, on doit recruter des personnes qui ont des critères qui sont... alors, pas aussi évident que dans les entreprises adaptées, où là, si vous êtes reconnu travailleur handicapé et que vous avez quelques difficultés, vous pouvez rentrer dans une entreprise adaptée. Dans l'insertion, c'est un petit peu plus flou, mais en gros, c'est des personnes qui ont en général au moins 1 an de chômage, voire 2 ans, et qui cumulent des difficultés. Alors Anne, tu en as parlé, c'est la maîtrise du français, des savoirs de base, le manque d'expérience, des personnes jeunes notamment qui n'ont jamais travaillé, des gens qui ont pu avoir des problèmes de santé, etc., etc. Donc, qui cumulent des difficultés qui font qu'aujourd'hui, l'embauche dans une entreprise classique va être extrêmement compliquée, voire impossible. Et donc, dans ces publics prioritaires, ça va être les jeunes de moins de 26 ans, les seniors, en reconversion notamment, des femmes célibataires avec enfants, des personnes primo-arrivantes ou réfugiés, etc. Il y a les travailleurs handicapés, les gens qui sont RQTH. Sauf que, évidemment, on n'est pas les mieux outillés pour les recruter. Dans des structures d'insertion, il y a des entreprises adaptées, des ESAT qui sont beaucoup plus outillés et qui savent mieux faire. Mais oui, c'est un type de public qu'on peut accueillir. Clairement, c'est pas le gros des troupes. Et puis, dans nos entreprises d'insertion, on ne donne pas ce qu'on appelle les unités bénéficiaires. C'est-à-dire, on ne vient pas contribuer à... Vous pouvez remonter les heures d'insertion qui sont faites dans les clauses d'insertion, mais vous ne pouvez pas remonter les heures qui seraient faites par des salariés handicapés de Team ou de l'IVA dans votre taxage EFIP, dans le calcul de vos heures de handicap. Alors, toujours pour rester sur du point de vue financier, on avait une question du point de vue économique, donc c'était destiné à Anne. Après plus d'1 an d'existence, constatez-vous que vos prestations de logistique de chantier sont plus ou moins chères? Je pense qu'en termes de prix, je pense qu'on est dans les prix du marché. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire et c'est la sensation qu'on a. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut qu'on soit professionnel parce que on a à peu près les mêmes prix que nos concurrents et on a besoin de ces prix-là pour rester économiquement viable. Et du coup, on a vraiment un vrai enjeu. Il faut qu'on soit aussi professionnel que les autres. Ok. Après, on avait des questions très terre à terre sur votre ancrage local. Et puis, une question aussi pour vous, Jean-Baptiste. Baptiste, pardon. En fait, une personne demandait un lien vers un site pour Team. Oui, on n'a pas communiqué officiellement. Peut-être que ça, vous pourrez nous le mettre dans le chat tout à l'heure. Je le ferai. On n'a pas communiqué officiellement. C'était un choix avec Vinci Facilities et la direction communication de Vinci Facilities et de Vitamine T. C'était simplement d'attendre d'avoir un premier contrat pour communiquer lorsque les choses ont été, on va dire, lancées. Aujourd'hui, on a mis longtemps à se mettre d'accord, à signer des statuts, à monter un vrai projet qui a du sens ensemble, parce que ça fait longtemps qu'on se tourne autour, mais il fallait trouver la bonne façon de travailler ensemble entre Vitamine T et Vinci, et pas faire ça pour histoire de faire une bonne action, mais vraiment de faire quelque chose qui tienne la route économiquement, socialement. Et donc, on attend d'avoir notre premier contrat officiellement signé. Il y en a beaucoup sous le coude, et j'espère que ça va accélérer là dans les prochaines semaines pour communiquer, pour faire un petit site internet, etc. Donc, c'est logique qu'on n'ait pas encore trop d'infos.
Et je vois là une question de Katia également, Laure, tu allais y venir, je pense, qui était sur les profils des accompagnants des personnes en insertion, c'est-à-dire à quoi ils correspondent. Alors Anne, tu pourras évidemment compléter, mais il y a deux types d'encadrement, comme tu disais au tout début. Il y a un double encadrement en entreprise d'insertion, il y a l'encadrement technique. On a tous un N+1 dans nos entreprises, pour le meilleur et pour le pire, qui est notre chef d'équipe, notre directeur, notre responsable d'exploitation, etc. Et ça, dans nos entreprises, ce sont des gens qui ont des profils classiques en général, qui viennent plutôt du secteur dans lequel on intervient, du BTP, des services, de la propreté, etc., etc. Et par contre, qui ont une sensibilité assez forte au social, ou alors qu'on va former pour apprendre à encadrer des personnes en parcours d'insertion, parce qu'il y a des formations spécifiques. Et donc des gens qui sont un peu moins ras la casquette, on va dire, que dans certains secteurs un peu classiques, un peu bourrins. Et puis, de l'autre côté, vous avez les chargés d'insertion professionnelle ou chargés d'accompagnement social et professionnel, ça dépend comment on appelle dans les différentes structures. Et là, il y a un vrai diplôme. C'est pas des assistants sociaux, il y en a un chez nous, mais là, on parle de chargé d'insertion. Donc, il y a un vrai diplôme de CIP, chargé d'insertion professionnelle, qui est reconnu par l'État. C'est très spécifique, on n'est pas assistant social, il faut avoir une vraie culture du social, mais on n'est pas assistant social. On fait le lien entre le monde de l'emploi et les difficultés sociales. Donc on est là à la fois pour aider à résoudre les difficultés sociales, mais à aider à monter les dossiers et à pousser les gens vers des assistants sociaux ou des associations ou tout service qui va pouvoir aider les gens à résoudre leurs difficultés, mais surtout pour faire en sorte que les gens restent en emploi dans la structure d'insertion et montent en compétences, et élaborent un projet professionnel, et apprennent à se former, et apprennent à faire un CV s'ils ne savent pas le faire, et à y chercher du boulot dans un forum emploi, etc., etc. Donc on est vraiment sur des gens qui ont une très forte sensibilité sociale, mais surtout aussi qui comprennent l'entreprise. Et ça, c'est hyper difficile pour nous parce que c'est des profils qui sont assez rares. Et l'avantage que je pense qu'on a sur Team comme sur l'IVA, c'est d'être accompagné par Vitamité ou Ares, où on a dans nos sièges vraiment des équipes sociales qui œuvrent pour former aussi bien nos chefs d'équipe que nos chargés d'accompagnement à toutes ces méthodes d'accompagnement, de suivi. Il y a tout un soutien aussi du groupe pour faire monter en compétence les personnes qu'on emploie sur ces sujets-là. Même si ils ont forcément des compétences initialement, mais il y a vraiment toute une méthode qui est développée chez Ares pour que on travaille tous dans la même direction et qu'on accompagne aussi bien sur le terrain au niveau des savoir-être et des savoir-faire les gens que lors des entretiens sociaux. Est-ce que je peux répondre à la question de Jean-Yves? Il me demande combien de salariés il y a fin 2020. Ah bah oui. Jean-Yves, j'aimerais bien dire 100 ou 150, mais on va être raisonnable. On a pas mal de contrats sous le coude. En ce moment, on répond à énormément de marchés en sous-traitance ou en co-traitance des entreprises de Vinci Facilities qui sont nombreuses. Et donc, il faut espérer que Vinci Facilities gagne ces marchés, ce qui arrive quand même souvent. Et ensuite, que tout se passe bien et qu'on puisse s'intégrer comme prévu lors de la réponse dans l'organisation finale qui est mise en place auprès des clients. Je dirais de manière un peu conservatrice 5, et avec un peu de chance, on aura 10 personnes en fin d'année pour atteindre, j'espère, 20-25 en fin d'année prochaine, j'espère minimum en fin 2021. Et pour l'IVA, pour répondre à la question pour l'IVA, notre objectif, c'est d'avoir à peu près 60 salariés en insertion fin 2020. Je pense que on a un peu du mal aujourd'hui à savoir comment vont se passer les prochains mois, mais ça paraît un objectif réaliste en tout cas. Ok, merci beaucoup. Je vois une autre question de... Ah ben non, il y en a deux qui arrivent. Quels leviers d'accélération pour favoriser le recours aux entreprises d'insertion sont nécessaires d'après vous? Moi, j'en ai deux. Vas-y. J'en ai un qui est assez évident, c'est évidemment dans les marchés publics, c'est les clauses d'insertion. C'est pas l'alpha et l'oméga, mais ça permet quand même de mettre le pied dans la porte. C'est ce qui fait que dans le BTP aujourd'hui, qui est pas un métier facile, Anne, tu le sais mieux que moi, il y a quand même énormément de gens aujourd'hui qui connaissent l'insertion, des conducteurs de travaux, des chefs de chantier qui n'en ont plus peur, qui voient moins ça comme une contrainte, même si ça reste toujours souvent vécu comme une contrainte, mais moins ça comme une contrainte, et qu'ils comprennent mieux, pour simplement parce que c'est le premier secteur dans lequel ça a été imposé, et que au bout de 15 ou 20 ans, les gens ont compris. Et donc, ça se déploie dans d'autres métiers de plus en plus, donc ça, c'est bien. Il faut réfléchir, et on réfléchit en ce moment, parce que
et Ares et Vitamine T font partie du Conseil de l'inclusion dans l'emploi qui a été monté récemment par le gouvernement pour essayer de pousser les entreprises adaptées, les entreprises d'insertion. On réfléchit à des moyens d'utiliser les bonnes pratiques justement de ces grosses clauses d'insertion qui ont été réalisées, mises en place dans les marchés publics aux entreprises privées et aux achats privés. Très clairement, les entreprises privées qui se mettent des vrais objectifs et qui se donnent les moyens de les atteindre en termes d'achats responsables, ça marche bien avec elles parce qu'elles sont staffées, qu'elles ont des responsables d'achats responsables qui ont du poids et qui ne sont pas juste des consultants. Et donc, en général, ça marche. Et puis, le deuxième sujet, c'est que nous, entreprises d'insertion, il faut qu'on soit bien meilleurs. Alors, pas uniquement dans notre métier. Il y a la différenciation, on en parlait avec Anne, mais il y a le fait de nous vendre aussi. Des fois, on fait des choses très, très bien dans l'insertion ou dans le handicap, mais on se vend très mal parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens ou qu'on ne décide pas de mettre les moyens sur le commercial et sur la communication, parce qu'on communique de manière un peu larmoyante pour certains. Alors, c'est pas le cas chez nous, mais en disant on fait de l'insertion, venez nous chercher. Non, on est bon sur notre métier, venez nous chercher. Et exactement. Il faut vraiment qu'on soit meilleur là-dessus. Être professionnel et oser, on n'a pas de, on fait des bonnes prestations, on est un prestataire comme un autre, donc il faut oser se vendre et voilà, et pas se remettre en retrait parce qu'on fait de l'insertion. Alors moi j'avais une question à vous poser qui va peut-être, en lien avec la question initiale sur les enjeux de la crise. Qu'est-ce que finalement cette crise vous a appris peut-être de vos salariés, de votre métier? Quelles sont les choses que vous allez garder et les choses où vous dites c'est impensable de ne pas faire de changer? Par exemple, la gestion à distance des équipes, faire des formations en ligne, comment cette crise a eu un impact sur votre façon de travailler et les choses sur lesquelles vous ne pouvez plus faire l'impasse et les choses sur lesquelles vous dites que ça ne marche pas et vous voudriez continuer comme avant. Alors nous, si je réponds par rapport à l'IVA, pour l'IVA sur notre façon de travailler, dans la mesure où la plupart de nos équipes sont sur les chantiers, une fois que la reprise a commencé, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment de révolution dans la manière de travailler par rapport à avant la crise, sauf qu'effectivement, maintenant, il y a toutes les mesures spécifiques à respecter, etc., mais qui sont vraiment liées au contexte. Après, pour les équipes, les quelques personnes qui travaillent au bureau, effectivement, on est comme tout le monde, on a découvert les points positifs du télétravail et aussi tous les points négatifs. Donc je pense qu'après ces 2 mois de confinement, on est tous persuadés que c'est très important de garder des moments en équipe, alors en présentiel si possible, et que le télétravail a plein d'avantages, parce qu'évidemment on gagne du temps, parce qu'on a moins de stress, parce que pas de transport, parce que pas de temps perdu dans plein de petites choses. Mais à la fois, il n'y a rien qui remplace quand même la discussion autour du café où on verbalise ce qu'on fait, où on échange et où on prend des idées des uns des autres. Et donc, du coup, je pense qu'il va falloir qu'on s'habitue à faire plus de télétravail, mais on est persuadé qu'il faut qu'on garde vraiment aussi des moments en équipe et que ces moments-là, ils sont précieux et qui sont quand même indispensables. Parce que c'est un énorme travail que de garder le lien quand on est tous à distance. Et je pense qu'on a bien réussi à le faire sur 2 mois, mais c'est pas quelque chose qui peut s'éterniser. Il faut qu'on garde des moments en équipe. On a vu de notre côté l'importance. On a dans notre plan d'action jusqu'à 2022 au sein du groupe Vitamine T la numérisation de beaucoup de choses. Ça va évidemment de la gestion des factures jusqu'à surtout l'accompagnement des salariés en parcours d'insertion. Et là, on s'est rendu compte que encore plus que ce qu'on pensait, l'électronisme, comme on dit, la difficulté d'accès des personnes, notamment en parcours d'insertion, mais aussi certains permanents, chefs d'équipe, etc., aux outils numériques était vraiment un frein énorme pour retrouver un boulot et ne serait-ce que pour sortir de ces problèmes. On sait très bien qu'aujourd'hui, pour s'actualiser sur Pôle emploi, il faut être connecté. Pour aller à la CAF, en tout cas pour accélérer les démarches CAF, il faut être connecté. On le sait depuis longtemps, on a mis en place plein d'outils, on forme les gens lorsqu'ils arrivent chez nous à essayer de maîtriser ça, mais Anne le disait, les gens n'ont pas forcément l'outil chez eux, donc on s'est rendu compte à quel point c'était encore plus important que ce qu'on l'avait pressenti et surtout à quel point ça devenait urgent. Donc nous, cadres, on a appris très très vite à télétravailler. C'est plutôt facile parce qu'on maîtrise l'outil informatique, mais c'est vraiment très compliqué. Et on a vu que le sentiment de déclassement était vraiment fort, notamment parce que les gens ne maîtrisaient pas l'outil numérique.
Et donc, c'est difficile de faire des Skype-héros quand on n'a pas d'Internet. C'est difficile de pouvoir communiquer, de faire ces démarches. Donc là, il faut vraiment qu'on accélère, notamment par des partenariats avec la Fondation Orange, par exemple, pour des accès Internet, des clés 3G, avoir plus d'ordinateurs, etc. C'est des choses qu'on va remettre encore plus haut dans les priorités que ce qu'on avait déjà anticipé. Ce sera peut-être pas 2022, ce sera plutôt fin 2020, début 2021. Donc on va investir un peu plus là-dessus. Et nous, effectivement, ça a été une des premières actions de l'IVA et plus généralement du groupe ARETS, c'est de distribuer des ordinateurs portables aux salariés en insertion parce que effectivement, sans l'outil informatique, c'est quasi impossible. Et effectivement, après, il restait quand même le problème des connexions Internet et puis simplement de maîtriser un minimum l'outil. Mais la fracture numérique est forte dans certains cas. Merci beaucoup. Est-ce que je vois que les questions se sont arrêtées? J'ai une dernière question de Jean-Yves Cogent. Ouais. Donc j'imagine que c'est quelle question ou demande votre partenaire de Vinci, VCF, enfin donc Vinci Construction France ou Vinci Facilities? Chez nous, très clairement, on a un partenaire Vinci Facilities qui est très très chaud pour nous faire travailler entre le soutien de la fondation qui est un soutien évidemment de mentorat qui nous a beaucoup poussé, qui nous a beaucoup aidé à rencontrer les bonnes personnes, et un soutien financier qui est très important, notamment en ce moment aussi. On a eu de l'autre côté un Vinci Facilities qui est très ambitieux et qui a très envie de nous faire bosser, mais on a du mal à aller voir tout le monde parce que c'est très décentralisé chez Vinci, particulièrement chez Vinci Facilities, qui est assez compliqué. Donc il faut trouver les bons interlocuteurs, ça nous prend du temps. Les gens changent en plus, et donc c'est vraiment notre demande, ça va être que tout le monde nous ouvre les portes. C'est-à-dire que tout le monde nous ouvre les portes aujourd'hui, mais nous, on ne connaît pas tout le monde. Et donc, quand quelqu'un nous ouvre ses propres portes, il faut qu'il nous aide à aller ouvrir les portes des autres. C'est très difficile de s'y retrouver dans la pieuvre Vinci. Et donc, chaque rencontre amène des choses incroyables, des demandes, des mises en relation. Et donc, voilà, si chacun peut faire un petit saut de plus comme ça nous aide énormément. C'est beaucoup, beaucoup de métiers. Et puis, un deuxième sujet, ça va être la montée en compétences métiers. C'est-à-dire que nous, on apporte un vrai savoir-faire métier avec Vitamine T aussi, pas que l'insertion, un vrai savoir-faire des métiers de service et de la gestion de gros contrats dans le cadre de DSP, dans le cadre de marché public, etc. Mais sur certains métiers du FM, on n'est pas au niveau, très clairement, c'est pas notre métier premier. Vinci Facilities a une expertise incroyable, et donc il faut qu'on arrive à trouver le moyen par du mécénat de compétences, des échanges, l'organisation de groupes d'échanges avec des professionnels de Vinci Facilities, particulièrement peut-être intéressés par l'insertion, à monter en compétences sur les outils notamment, etc. Oui, et de notre côté, on a surtout besoin que Vinci continue à nous faire confiance et à nous faire travailler sur ces chantiers, puisque c'est ça qui fera qu'on continuera à se développer. On a une bonne relation, et tout au long de la crise Covid, on a eu différents comités stratégiques, communication avec différents acteurs de chez Vinci, et on sait qu'on est soutenu. Ce dont on a vraiment besoin pour arriver à passer cette crise-là, c'est de continuer à se développer, de continuer à travailler. Et effectivement, sur la partie formation, on a, grâce à Vinci, on peut faire des formations en termes de sécurité et de métier dans le centre Sésame de Vinci. Ça, c'est vraiment une grande force pour nous. Et il faut qu'on continue à développer un maximum de formations métiers avec Vinci pour vraiment s'appuyer sur ce partenaire pour se professionnaliser. Très bien, merci beaucoup. Vous avez de rajouter quelque chose en guise de conclusion? Je vous laisse la parole. Moi, je dirais simplement que c'est important que chacun ait une vision positive de l'insertion et puisse faire confiance à des structures d'insertion où on peut faire avec des gens qui sont volontaires et qui sont bien accompagnés. On peut être des professionnels sur le terrain, et on demande à ce que les gens aient confiance en nous pour pouvoir se développer. Donc voilà. Et donc la crise Covid, comme pour toutes les entreprises, est un vrai challenge et un vrai défi pour nous. Mais on est confiant qu'on va arriver à un peu dépasser tout ça et à poursuivre l'accompagnement de nos salariés.
Et je pense aussi que les prochains mois, je pense que la France rentre dans une crise économique assez forte et que plus que jamais, demain, il va y avoir des gens qui seront sûrement au chômage, des situations précaires et compliquées. Et je pense qu'on a toute notre raison d'être, d'autant plus aujourd'hui et dans la crise économique qui nous attend. Voilà, je te laisse poursuivre, Baptiste. Je sais pas. Non, je suis entièrement d'accord. Je suis très optimiste sur le fait que malheureusement, en fait, on a encore besoin de nous, entreprises d'insertion, encore plus que d'habitude. Donc, on n'est pas prêt de partir et de quitter le paysage. Non, merci beaucoup à tous les gens qui ont pu suivre. Moi, je suis dispo et je suppose que toi aussi, Anne, pour répondre à d'autres questions, si jamais les gens veulent nous envoyer un petit mail ou qu'on échange par téléphone un peu plus tard dans la semaine. Et ouais, je suis prêt à aller dans le sud-ouest avec grand plaisir. C'est mon rêve, donc on ira s'implanter en sud-ouest quand on aura bien démarré en Île-de-France. Moi, je suis d'accord aussi pour aller dans le sud-ouest. Alors, juste avant de conclure, je vous donne rendez-vous demain pour un talk à 14 h sur la thématique « Les villes et les territoires au cœur d'une relance à la hauteur de l'impératif climatique ». Nous recevrons Gaël Giraud, qui est économiste et qui est notamment l'ancien chef économiste de l'Agence française de développement. Et pour tous ceux qui le souhaitent, à l'issue donc de cette intervention, je vous donne rendez-vous dans la partie networking. Vous l'avez à gauche de l'écran, vous cliquez là et vous pourrez retrouver nos deux intervenants du jour. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne après-midi et je vous remercie tous d'avoir suivi ce talk. Merci Laure. Merci beaucoup. Merci.